Le passage secret. 4e chapitre. Dieu ne redescendait que rarement parmi les siens. Ce matin, nous avions le privilège d'être réunis autour de lui, dans le secret du bureau vitré, pour écouter un débriefing des affaires en cours et accessoirement écouter 3-14-11-59 narré par le détail ses exploits du moment. Pi se trouva opportunément coupé dans son élan par le coup de frein d'un énorme véhicule tout-terrain venu finir sa course à quelques mètres de la vitrine. Il était rutilant, d'un bleu canard du plus bel effet pour les safaris en brousse. Monsieur Jean, en provenance directe de Sainte-Afrique, nous visitait. Il s'était fait plus rare ces derniers mois et ne nous avait jamais habitués à pareil équipage, me donnant rendez-vous d'ordinaire à l'arrivée de son train. Nous faisions alors à pied le chemin depuis la gare. Il en profitait pour me donner les dernières nouvelles du pays. Chaussé été comme hiver de tongs, il portait un Bermuda rayé dans un treillis militaire dont les motifs de camouflage, passés depuis longtemps au soleil de l'Occitanie, ne permettaient plus d'identifier à quel bataillon il avait appartenu. Son unique commandement avait été une troupe de chèvres, dont il avait égaré la plupart lors de manœuvres sur le plateau de Mascoub. Rétif à toute forme d'autorité, il s'était évertué à ne jamais suivre les directives familiales. Ce comportement, doublé d'une propension peu ordinaire à la prodigalité, avait conduit un vague cousinage à le faire placer depuis une décennie sous tutelle. L'animal ne s'était pas laissé faire et multipliait depuis les démarches pour retrouver ce qu'il considérait être sa prérogative d'unique héritier d'un ancien ferrailleur du faubourg. Celle de dilapider consciencieusement la fortune familiale. De la vie générale, il avait excellé dans ce rôle. On ne lui avait jamais connu d'occupation sérieuse. Il fut éloigné des tentations de la ville lumière, dans l'espoir que depuis son exil provincial, il mènerait une vie de labeur, rythmée par les repos dominicaux, les fêtes de la Saint-Vincent et les marchés aux truffes. La truffe, il s'y était essayé. Il avait bien failli réussir. Une erreur de débutant, devait-il me confier. En touche-à-tout de génie, il avait monté en parallèle un élevage, une école de cochons truffiers, escomptant tirer à bon prix de ces petits pensionnaires ainsi dressés. Mais ces derniers n'avaient pas attendu d'être diplômés pour montrer l'étendue de leur talent. Un soir, ils avaient de leur groin fait sauter les clôtures protégeant la parcelle de chêne blanc et détruit les derniers espoirs de feu monsieur Jean-Père de voir son fils réussir comme lui dans les affaires. Il s'attelait pourtant à chaque projet comme à l'aventure d'une vie. Ses visites parisiennes étaient l'occasion de m'offrir de petits cadeaux, témoignage de ses dernières expériences. J'eus ainsi le privilège d'une écharpe en alpaga, 2 frais d'autruche et même de quartiers entiers de viande de bison séchée. La pauvre bête s'était trop bien acclimatée et avait succombé à un abus de baies de genévrier et d'orchidées sauvages. Monsieur Jean, comme je l'appelais depuis sa première apparition à l'agence, vêtu comme un indigent, j'avais été le seul alors à me lever pour l'accueillir, jouait maintenant de la télécommande pour refermer le véhicule qui clignotait dans une symphonie de bip. Il revint, portant à bout de bras 4 roues de Roquefort qui échouèrent sur mon bureau. C'est un ami qui les fait. Moi, je n'ai pas la main avec les bêtes. La voiture s'était remise à émettre des sons stridents. Même celle-ci refuse de m'obéir. Je parviens à peine à la conduire. Mais cela fait tellement jaser au pays. L'incompréhension se disputait à la curiosité
sur le visage de ceux qui, goguenards, ironisaient depuis des années sur mon empathie pour cet illuminé. Dieu seul, un peu prophète, avait encouragé mon intérêt pour cet homme lunaire, à la tête étrangement ronde. Elle marquait perpétuellement une légère inclinaison sur la gauche, son axe de rotation ayant définitivement quitté l'aplomb terrestre pour l'attraction d'un autre système. Il n'en était pas vraiment le centre, mais plutôt le satellite d'une planète qui nous restait à découvrir. Je vends tout. Il avait fait claquer chaque syllabe comme un aboyeur sous les ors de la République. Il ressortit pour chercher les clés. À nouveau, les stridulations de l'alarme qui se confondirent bientôt avec les petits cris stridents d'un pie nerveux en apnée. Ces 3 mots n'avaient pas fini de résonner dans l'agence avec l'écho de la revanche. De la fortune familiale, il ne restait plus que 5 appartements, dont les trousseaux s'alignaient maintenant sagement devant moi, n'attendant plus que d'être adoptés. La rencontre avec une belle américaine avait eu raison l'année suivant son héritage des grands ateliers de la rue des Prairies et de son libre arbitre, quelques semaines plus tard. Le notaire, s'occupant depuis sa toute récente sortie de tutelle de ses affaires, l'avait convaincu de garder quelques investissements immobiliers. Ou tout au moins Monsieur Jean, dans sa grande roublardise, avait-il fait mine de se plier à son conseil, pour ne pas risquer de perdre sa liberté retrouvée. Je m'étonnais de voir figurer l'appartement de 3 pièces, au premier étage sur la rue Fédherbe, qu'il utilisait comme pied-à-terre lors de ses venues à Paris. Il m'expliqua pouvoir occuper à l'avenir un petit studio, récemment libéré de la location, passage du Cheval Blanc à Bastille. Il se montra sensible à ma satisfaction de le voir conserver un lieu de villégiature dans le quartier. « Je vous souhaite le bonjour !» C'est sur ces mots qu'il passa le seuil de l'agence pour s'installer en face. En vrai méridional, il choisit une table à l'ombre, celle partagée des platanes et du grand store orangé du café. Tout fut réglé avant même l'arrivée de nos laits-fraises. Pour les papiers, j'allais voir avec l'homme de loi, dont il me griffonna les coordonnées sur une serviette en papier. Il s'en remettait à moi pour les prix de vente. Ses grands yeux bleus me regardaient sans me voir. Il n'était déjà plus là. De cet ailleurs, il ne voulut rien me dire pour l'instant. En quête de liquidité, il espérait seulement une vente rapide de l'appartement de la rue Fédherbe, ce qui n'était pas sans m'arranger, ayant déjà une idée en tête. Le 4x4 faillit en démarrant écraser l'horrible caniche abricot du salon de coiffure voisin, qui avait préféré à notre présentoir de journaux les jantes multipousses de l'engin pour se soulager. Par chance, pour la bête orange, la marche arrière était restée en prise. La voiture bondit en reculant sur le trottoir, traversa un envol de pigeons avant de retrouver la chaussée. Monsieur Jean fit un petit signe d'impuissance et disparut dans le flot de la circulation. Je n'aimais pas cette bête toute frisée, qui me rappelait mon voisin du dessus, insomniaque et prostatique, travaillant dans la sûreté nucléaire, dont le crâne explosait dans une même fourrure, peroxydée. Non sans répugnance, je me saisis de Capucine, resté figé, tremblotant sur l'asphalte du trottoir, et le mis en sécurité sur le banc. La coiffeuse n'avait pas beaucoup de chance avec les chiens, qui, confiés à ses bons soins, avaient une durée de vie fort limitée. Elle persévérait pourtant, affublant pour conjurer le sort chaque nouvel animal, quel qu'en soit le sexe, du nom de cette herbacée. La bête ne pensa pas même à me mordre, tandis que sa maîtresse m'insultait copieusement, voyant en moi celui qui, il y a quelques minutes encore, fraternisait avec le conducteur assassin. Avant qu'elle n'ameutât tout le quartier, je les fis entrer tous deux dans l'agence.
L'animal ne semblait pas devoir sortir de son état de sidération et se contorsionnait maintenant sur le parquet, tressautant tel un poisson hors de l'eau, frappant le sol de sa queue. Sa maîtresse devint livide et soudain étrangement muette. Je la fis asseoir et réclamai à la cantonade un peu d'alcool, de menthe sur un sucre. Pi revenait déjà de la cuisine, s'approcha de la malheureuse à demi évanouie et sans plus de cérémonie, tendit le sucre au chien qui n'en fit qu'une bouchée. Je profitai de l'agitation qui suivit pour prendre les clés de la garçonnière et m'éclipser. Il me fallait faire vite maintenant. J'allais tenter ma chance. Elle me sourit en la personne de Madame Jones, qui, pleine d'espoir, m'ouvrit sa porte. Cette porte qui faisait face à celle du pied-à-terre de Monsieur Jean. Arrivés l'année précédente de Boston, les Jones louaient au même étage un 2 pièces. Ils étaient les heureux parents de 3 adorables petites filles. Lilibet, Livia et Lisbeth partageaient l'unique vraie chambre. Les triplés grandissant, la famille m'avait contacté pour trouver un appartement plus grand. Je savais qu'ils guettaient secrètement l'appartement mitoyen. Madame Jones, intimidée par cet homme à l'allure un peu rustre, n'osait lui parler et s'était rapprochée de moi, me chargeant de cette mission. Monsieur Jean avait pourtant de son aventure américaine acquis un anglais parfait. Il perdait même alors cet accent rocailleux, attrapé bien malgré lui, entre Rodez et Lodève. J'avais fait remarquer que cet appartement, même s'il comportait une petite chambre supplémentaire, n'était guère plus grand que celui qu'ils occupaient en location. Mais les Jones s'étaient contentés alors d'échanger un regard complice. « Vous verrez, pour les petites, ce serait, comment dites-vous, fabulous. » Il louait le minuscule appartement à la trop fameuse Madame Crampousse. Avec un C, tenait-elle à souligner, persuadée que cette précision lui éviterait toute comparaison avec la créature affublée de cornes, moitié chèvre, moitié démon. Elle avait dans le quartier la réputation de terroriser ses locataires, n'hésitant pas à débarquer chez eux à l'improviste. L'une de ces visites impromptues lui avait valu d'être confrontée à un molosse de belle taille. La bête avait eu la lucidité d'épargner sa vie, sauvant par là même la sienne. Loin de défendre son territoire, le brave chien de berger lui avait fait un brin de conduite, heureux de cette compagnie inattendue, suivant la malheureuse qui, tétanisée par la peur, gagna à grand-peine la sortie. Ainsi, raccompagné sur le palier, il l'avait abandonnée avec regret aux bons soins de voisins alertés par les cris. Cette expérience l'avait convaincu de l'utilité de prendre à l'avenir rendez-vous, et affublé d'une légère paralysie faciale, figeant sa bouche dans un sourire quasi extatique, qui lui avait valu le triste surnom de Sœur Sourire. Le brave Médor, lui, ne sortit plus, qu'affublé d'une énorme muselière. Il allait, bardé de cuir, chercher les caresses du petit peuple du faubourg, qui, compatissant, ne ménageait ses efforts pour réconforter la pauvre bête. Depuis, une fois l'an, c'était officiellement et au grand jour que Sœur Sourire rendait visite à ses locataires pour s'assurer de leurs bonnes mœurs et de l'état de son petit patrimoine. Les locations étaient rares, et la plupart d'entre eux se pliaient de bonne grâce à cette pratique. Matt et Kathleen Jones, vivant dans la crainte de perdre ce logement, même si la taille de celui-ci évoluait au fil des mois de façon inversement proportionnelle à celle de leurs enfants, s'en accommodaient et confiaient à une voisine les petites fabulous les jours de visite. Certains objets, jouets ou nouvelles chaussures disparaissaient la veille du jour J. Matt veillait alors à laisser bien en évidence, dans l'entrée, 3 paires de charmants petits chaussons de bébé.
Sœur Sourire fut maintenue ainsi dans l'illusion qu'elle n'avait jamais quitté la petite enfance. La vente de l'ancien pied-à-terre de Monsieur Jean fut conclue avec les John en un temps record, sans que je ne comprisse vraiment alors la pertinence de cet achat. Quelques mois plus tard, alors que je m'étonnais de ne pas les voir quitter leur location, les travaux de leur nouvel appartement devaient être pourtant terminés, Matt me convia à venir visiter les lieux. À mon habitude, je pénétrai par le petit 2 pièces en location et constatai que rien n'avait vraiment changé. Tout était étonnamment silencieux. Personne pour nous accueillir. Je m'avançai en direction de la pièce de vie quand le son étouffé d'une cavalcade me fit tourner la tête vers le mur du vestibule, d'où semblait venir le bruit. Je vis la porte de la grande armoire de l'entrée s'entr'ouvrir et les 3 petites Fabulous en sortirent une à une, bientôt suivies d'une Cateline aux anges. Dissimulé derrière l'imposant meuble en bois, un trou avait été ménagé dans le mur, faisant communiquer les 2 appartements. La petite location avait conservé son apparence d'origine, pour donner le change lors d'une éventuelle visite de la propriétaire. Les espaces nuits avaient eux été organisés dans le logement rénové, dans l'attente de pouvoir réunir définitivement les 2 lieux. C'était là leur secret espoir. Je rencontrai la fameuse Madame Krampus 1 mois plus tard, au hasard d'une pause dans le jardin de la cité Prost. À l'écart du rush du déjeuner, voyant les bancs et le moindre espace de pelouse envahi par des pique-niqueurs de toutes obédiences diététiques, je m'absorbais dans la contemplation des nénuphars de la mare et ne la vis pas approcher. C'est étonnant ce petit coin de paradis en plein Paris, n'est-ce pas ? Éléonora Krampus venait de s'accouder au garde-corps en bois à mes côtés. Il était étrange de parler à un être qui vous souriait sans savoir si cette expression traduisait vraiment son humeur du moment. « Regardez !» poursuivit-elle, avec un émerveillement d'enfant. « Il me semble avoir vu une feuille bouger. Il y a des grenouilles. Ne travaillez-vous pas à l'agence immobilière ?» Ce n'était donc pas seulement l'amour des nymphéas qui avait guidé ses pas. Elle m'entraîna à l'ombre de la nappe végétale des cerisiers du Japon, face à l'église du Bon Secours. Elle me confia venir au beau jour y manger sur le pouce. Le caractère désuet de cette expression me fit la regarder avec mansuétude. Elle sortit de son sac une boîte en métal qu'elle posa sur ses genoux. Cette mare est trop petite pour que l'on puisse y nourrir des canards. On va être condamné à les finir. Je m'efforçai de ne voir aucune préméditation à la vue des biscuits, mais ne cachai pas mon enthousiasme. D'aucuns auraient varié les plaisirs de l'ornementation, opté parfois pour le rouge profond d'une cerise confite, parié sur le contraste d'une écorce d'orange amère. Elle avait tout misé sur mon addiction pour l'angélique, dont un petit morceau coiffait chaque sablé d'une touche d'un vert tendre, délicieusement cristallisé de blanc. Éléonora, je me permets à cet instant du récit cette familiarité qu'elle m'autorisa quelques mois plus tard. Jouer avec le reflet des motifs de sa robe sur le fer blanc du couvercle de la boîte. Je sais que vous connaissez les Jones. Je vois bien que les petites grandissent. Je les aperçois dans le quartier quand elles reviennent de la danse. Elle ne put réprimer un petit rire amusé avant de me prier de servir d'intermédiaire officiel pour leur proposer le logement à la vente. Quand les 2 appartements furent réunis, les petites Fabulous prirent, enchantées, pourtant encore longtemps le chemin de l'armoire pour rejoindre leurs chambres respectives.